En une seule nuit, 2 chiffres apparemment anodins ont fait basculer le niveau d'alerte du Burkina Faso. Sur les graphiques initiaux, la courbe restait presque plate, sans signal d'urgence visible, jusqu'à ce qu'une intensification brutale révèle un risque latent accumulé dans l'ombre. Que se passe-t-il exactement lorsque Ibrahim Traoré comprend que ces micro-écarts ne relèvent pas d'un simple bruit technique, mais d'un test méthodique destiné à mesurer la capacité de réaction de l'État? À partir de cet instant, une fenêtre étroite s'ouvre où chaque minute de retard peut transformer une anomalie discrète en vulnérabilité stratégique. Cette séquence promet d'expliquer comment de légères variations de données peuvent entraîner, en quelques heures, des décisions stratégiques majeures. L'enjeu central ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans la manière dont un système interprète des signaux faibles lorsqu'ils apparaissent de façon répétée et cohérente. Pour le Burkina Faso, le risque n'est pas seulement l'intrusion ponctuelle, mais la perte du moment critique où une alerte précoce aurait permis d'agir plus tôt. Le bénéfice pour l'observateur est clair, comprendre le passage du microscopique au stratégique lorsque des informations fragmentées, correctement mises en perspective, modifient l'évaluation globale de la sécurité nationale. Dans un contexte de ressources limitées et de pression croissante, cette capacité d'interprétation devient un levier décisif. Une question demeure volontairement en suspens. Si des signaux comparables avaient déjà été négligés auparavant, c'est qu'est-ce qui a poussé cette fois les équipes d'Ibrahim Traoré à rompre avec l'attentisme et à agir avant que la menace ne devienne évidente pour tous? D'emblée, un élément frappe. En moins de quelques heures, la fréquence des signaux détectés a cessé d'être sporadique pour devenir mesurable et régulière. Un premier écart isolé ne signifiait rien, mais la répétition rapprochée, observée dans plusieurs zones éloignées, a changé la lecture des données et déclenché une requalification immédiate de la situation. Au départ, les relevés suivaient un schéma classique, presque routinier. Les équipes locales consignaient des variations légères, sans seuil d'alerte formel, et les rapports s'empilaient sans susciter d'urgence. Pourtant, en mettant ces données côte à côte, un glissement est apparu. Les signaux, bien que faibles individuellement, en présentaient une densification progressive. Ils n'étaient plus répartis au hasard, mais semblaient se rapprocher de points sensibles, dessinant une tendance que les tableaux bruts ne montraient pas clairement. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré et ses équipes ont modifié l'angle d'analyse. Plutôt que d'examiner chaque rapport isolément, ils ont superposé les relevés région par région. Ce changement de perspective a révélé un motif répétitif. Mêmes intensités relatives, mêmes intervalles de temps, trajectoires convergentes. L'hypothèse d'un simple dysfonctionnement technique devenait de moins en moins tenable. Le contexte institutionnel explique pourquoi cette lecture n'a pas été immédiate. Les procédures de validation privilégiaient la prudence et exigeaient des confirmations multiples avant toute escalade. Cette lenteur, un socle qui est conçu pour éviter les fausses alertes, a paradoxalement masqué la cohérence du phénomène. En reconstituant la chronologie complète, il est apparu que le système n'était pas aveugle mais fragmenté. Chaque unité voyait une pièce du puzzle sans disposer de l'image globale. L'élément décisif tient donc moins à la découverte d'un signal inédit qu'à la mise en relation de données existantes. Ce basculement méthodologique a transformé une accumulation d'anomalies mineures en indicateurs stratégiques crédibles, posant une question simple mais décisive. Combien de temps un système peut-il tolérer des signaux faibles avant qu'ils ne deviennent une menace explicite? À ce stade, le rôle du personnage guide devient central, non pas comme figure symbolique, mais comme point d'articulation entre données brutes et décisions. Ibrahim Traoré n'intervient pas au moment où la menace est déjà évidente, mais précisément lorsque l'incertitude domine encore. Son apport réside dans la capacité à suspendre le réflexe de minimisation fréquent face à des signaux faibles pour imposer une lecture plus exigeante des informations disponibles. Les premiers impacts de ce changement se font sentir rapidement sur le terrain. Dans plusieurs unités locales, les équipes cessent de traiter les relevés comme des incidents isolés et commencent à les replacer dans une séquence temporelle plus large. Cette relecture modifie les priorités opérationnelles.
Des zones jusque-là considérées comme secondaires sont réévaluées, non parce qu'un événement majeur s'y est produit, mais parce qu'elles s'inscrivent désormais dans un schéma cohérent. Un cas précoce illustre cette bascule. Si dans une région éloignée, un signal faible, initialement classé sans suite, est reconsidéré à la lumière des nouvelles corrélations. Ce qui paraissait marginal prend une autre dimension lorsqu'il est mis en parallèle avec des observations similaires à plusieurs centaines de kilomètres. L'impact n'est pas spectaculaire, mais il est immédiat. Les équipes ajustent leur seuil d'attention et renforcent la transmission d'informations. Ce processus crée un effet d'entraînement. Les acteurs de terrain comprennent que leurs observations, même modestes, peuvent influencer l'évaluation globale. L'autorité centrale, de son côté, gagne en lisibilité. L'impact précoce n'est donc pas seulement technique, il est organisationnel. En quelques heures, la perception collective passe de la dispersion à la cohérence. Au fond, une menace devient visible dès lors que quelqu'un accepte de relier les points. Avant la requalification des données, les signaux étaient traités comme des incidents techniques mineurs absorbés par les routines habituelles et classés sans suite immédiate. Après le basculement analytique, chaque variation, même marginale, est devenue un élément actif d'une séquence en construction. Ce passage d'une phase à l'autre constitue le point d'activation du processus. Il ne s'agit pas d'une alerte spectaculaire, mais d'un changement discret dans la manière de lire le temps et l'espace des événements. L'activation commence lorsque les équipes centrales décident de synchroniser les relevés régionaux. Les données, auparavant stockées séparément, sont alignées sur une même échelle temporelle. Et cette simple opération révèle une accélération progressive. Les intervalles entre les apparitions se raccourcissent et la régularité s'installe. À ce stade, Ibrahim Traoré intervient pour imposer une coordination resserrée. Il ne demande pas encore d'action visible, mais exige une circulation plus fluide de l'information et une remontée quasi immédiate des nouvelles observations. Le cœur de la séquence, le moment de tension maximale, se joue lorsque les signaux cessent d'être seulement fréquents pour devenir directionnels. Les trajectoires convergent vers des zones sensibles, et la répétition n'est plus seulement temporelle mais spatiale. Les équipes comprennent alors qu'elles ne sont plus face à une accumulation passive, mais à une dynamique active. Le doute initial laisse place à une certitude opérationnelle. Le phénomène observé teste la capacité de réaction du dispositif national. Cette prise de conscience collective marque le sommet du crescendo. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réponse s'organise sans rupture brutale. Les procédures existantes sont ajustées plutôt que remplacées. Les seuils d'alerte sont abaissés, les canaux de communication raccourcis et les unités locales reçoivent des consignes claires pour documenter chaque variation. Ce choix évite la panique tout en accélérant la réaction. Le système ne se transforme pas, il se tend comme un filet qui se resserre progressivement. Les premiers effets se font sentir presque immédiatement. La circulation de l'information gagne en vitesse et les doublons sont éliminés. Les équipes techniques commencent à anticiper les prochaines apparitions plutôt qu'à simplement les constater. Cette phase correspond aux répliques du séisme initial, moins visible que le choc central, mais décisive pour la stabilisation. Les répercussions sont aussi psychologiques et institutionnelles. Les acteurs intermédiaires, d'abord hésitants, adoptent une posture plus proactive. L'idée qu'un signal faible puisse annoncer une menace réelle s'impose durablement. À la fin de la séquence, le système n'est plus dans l'attente, mais dans la vigilance active. La ligne temporelle a changé de nature. Ce qui était perçu comme une succession d'incidents isolés devient un enchaînement lisible où chaque événement prépare le suivant. La relecture des événements s'appuie désormais sur des éléments mesurables, là qui transforment une intuition stratégique en constat monétayé. 3 indicateurs principaux structurent cette analyse et permettent de suivre l'évolution du phénomène sans ajouter de faits extérieurs. Le premier concerne l'intensité des signaux. Au départ, elle reste faible et se confond avec le bruit de fond habituel. Puis, de manière progressive mais constante, une augmentation devient perceptible. Ce glissement, modeste en valeur absolue, suffit pourtant à faire passer l'observation du registre technique au registre stratégique car il s'inscrit dans la durée. Le deuxième indicateur
porte sur la fréquence des apparitions. Initialement espacés et irréguliers, les signaux commencent à se manifester à intervalles de plus en plus rapprochés. Cette évolution n'est pas brutale, elle se déploie par paliers. Captchi, chaque nouvelle série réduit légèrement le temps entre deux occurrences, ce qui modifie la charge de travail des équipes et renforce l'hypothèse d'une action délibérée. Une fréquence qui augmente lentement, mais régulièrement, signale moins un accident qu'un processus d'ajustement continu. Le troisième indicateur concerne la direction des trajectoires observées. Les premiers relevés évoquent des apparitions dispersées, sans cohérence géographique apparente. En superposant les données, une convergence progressive vers des points stratégiques devient visible. Ce changement de configuration constitue un élément clé, car il introduit une dimension spatiale cohérente là où il n'y avait auparavant que des événements isolés. La direction donne ainsi du sens à l'intensité et à la fréquence, en les inscrivant dans un cadre opérationnel. À un prix isolément, chacun de ces indicateurs pourrait être relativisé. Une variation d'intensité peut être technique, une hausse de fréquence peut être conjoncturelle, une trajectoire peut être mal interprétée, mais leur combinaison modifie radicalement la lecture. Lorsque l'intensité augmente, en même temps que la fréquence et que les trajectoires convergent, la probabilité d'un simple hasard diminue fortement sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des chiffres spectaculaires. Ibrahim Traoré et ses équipes utilisent ces trois repères comme un tableau de bord simplifié. Chaque nouvel élément est évalué non pas en valeur absolue, mais en comparaison avec la tendance précédente. Cette logique de référence et d'écart permet de mesurer l'écart plutôt que le niveau brut. Elle offre un avantage décisif, détecter le changement avant qu'il ne devienne visible pour un observateur extérieur. En fin de compte, la force de cette approche quantitative tient à sa sobriété. Peu d'indicateurs, mais suivis avec rigueur. Ce n'est pas l'abondance des chiffres qui rend l'analyse convaincante, mais leur cohérence dans le temps et dans l'espace. La quantification n'apporte pas une certitude totale, elle réduit l'incertitude à un niveau gérable, ouvrant la voie à une décision proportionnée et réactive. Deux interprétations contradictoires émergent rapidement autour des événements, chacune s'appuyant sur une logique interne cohérente. La première lecture, la plus sceptique, considère que la situation observée ne révèle rien de fondamentalement nouveau. Selon cette approche, les signaux détectés seraient le produit de capacités techniques limitées, tant du côté des intrusions que du dispositif de surveillance. La neutralisation rapide relèverait davantage d'une conjonction favorable que d'un réel saut qualitatif. Autrement dit, le système aurait bien réagi cette fois-ci, mais sans garantie de reproductibilité face à une menace plus sophistiquée. La seconde lecture adopte un point de vue inverse. Elle soutient que la séquence démontre une montée en compétences réelles, précisément parce que les signaux étaient faibles et difficiles à interpréter. Dans cette perspective, la valeur de la réponse ne tient pas à la puissance technologique, mais à la capacité d'analyse collective. La rapidité de réaction serait le résultat d'une meilleure lecture des données, d'une coordination plus fluide et d'une chaîne décisionnelle raccourcie, ce qu'envoie dans l'épisode un indicateur de maturité croissante du dispositif burkinabé. Ces deux positions ont un point commun, elles reconnaissent que l'effet, pris isolément, reste ambigu. La réponse étayée se situe donc ailleurs, dans la comparaison entre l'avant et l'après. Avant, des signaux similaires existaient, mais restaient dispersés et peu exploités. Après, les mêmes types de données déclenchent une attention immédiate et une mise en relation systématique. Ce changement de posture est observable indépendamment du niveau technologique. Ibrahim Traoré joue ici un rôle de pivot analytique. Il ne tranche pas en faveur d'un triomphalisme prématuré, ni ne minimise la portée de l'événement. La ligne adoptée consiste à reconnaître les limites tout en capitalisant sur les acquis. La réussite n'est pas présentée comme définitive, mais comme conditionnelle. Elle vaut tant que la méthode reste appliquée avec la même rigueur. Ainsi, la réponse la plus solide ne nie ni la part de contingence, ni la fragilité du système. Elle affirme simplement que, dans ce cas précis, l'amélioration observée repose moins sur la chance que sur un ajustement mesurable des pratiques. La question décisive n'est donc pas de savoir qui a raison, mais si cette capacité d'apprentissage pourra être maintenue dans le temps. À mi-parcours de la séquence,
une surprise change la nature même de l'analyse. Les données accumulées ne montrent plus seulement une intensification graduelle, mais un motif structuré autour de plusieurs points névralgiques. Et là, les signaux ne testent pas uniquement la vigilance, ils évaluent la capacité du système à apprendre en temps réel. Ce basculement marque le passage d'une lecture défensive à une lecture stratégique. Jusqu'ici, l'objectif implicite semblait être la détection. Désormais, l'enjeu devient l'anticipation. En identifiant des patterns récurrents, les équipes comprennent que chaque ajustement de leur part peut influencer la suite des événements. Le système observé réagit aux réponses qu'il provoque. Cette dynamique d'aller-retour transforme la situation. Il ne s'agit plus de subir des intrusions, mais d'entrer dans une phase d'interaction. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, cette prise de conscience conduit à une réorientation discrète mais décisive. C'est comment les équipes cessent de chercher uniquement à confirmer l'hypothèse d'une menace et commencent à exploiter les signaux comme des indicateurs de comportement adverse. Chaque variation devient une information sur la manière dont l'autre partie observe, ajuste et insiste. Ce moment charnière ne repose pas sur un fait spectaculaire, mais sur une inflexion conceptuelle. La menace n'est plus seulement ce qui approche, mais ce qui s'adapte. À partir de ce moment, la valeur stratégique ne réside plus dans la neutralisation ponctuelle, mais dans la compréhension du processus en cours. Les effets de cette séquence ne restent pas confinés au cercle technique. Ils se diffusent rapidement à plusieurs niveaux, chacun avec des implications spécifiques et mesurables. Pour les institutions nationales, la première conséquence est un changement de posture. L'État passe d'une logique de réaction ponctuelle à une vigilance structurée où les signaux faibles sont intégrés dans une évaluation continue. Cette évolution modifie la manière dont les priorités sont hiérarchisées et renforce la capacité à agir avant que la menace ne devienne visible pour tous. Du côté des forces opérationnelles, l'impact est immédiat. Les équipes de terrain affinent leurs pratiques, non pas en ajoutant de nouveaux outils, mais en améliorant l'interprétation de ceux qu'elles utilisent en fois déjà. Les délais de transmission se réduisent, les doublons sont évités et la coordination gagne en fluidité. Cette montée en compétences progressives augmente la confiance interne et réduit la dépendance à des confirmations externes longues et coûteuses. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un facteur de cohérence, garantissant que l'apprentissage collectif reste aligné avec l'objectif stratégique. Pour la population, les conséquences sont plus diffuses, mais tout aussi réelles. La perception de la sécurité évolue. Ce qui était auparavant une inquiétude abstraite prend la forme d'une réponse tangible, visible dans la rapidité et la cohérence des décisions. Les citoyens comprennent que leurs observations locales, même modestes, peuvent désormais être intégrées dans une chaîne d'analyse plus large. Cette reconnaissance renforce le sentiment d'implication et nourrit une vigilance partagée, essentielle dans un contexte de ressources limitées. Les acteurs économiques ressentent également les effets de cette transformation. Les zones sensibles, s'entend notamment celles liées aux infrastructures critiques, bénéficient d'une attention accrue. La capacité du pays à détecter et à interpréter des intrusions discrètes modifie la perception du risque. Sans bouleverser les équilibres existants, cette évolution introduit un facteur de prévisibilité supplémentaire, apprécié par les opérateurs qui dépendent de la stabilité du territoire. À l'échelle régionale enfin, la séquence est observée avec attention. Les partenaires et voisins réévaluent la capacité du Burkina Faso à défendre son espace et à s'adapter rapidement. Sans afficher de rupture spectaculaire, le pays envoie un signal clair. Même avec des moyens limités, une lecture fine des données peut produire des effets dissuasifs. Ces conséquences, cumulées, montrent que l'enjeu dépasse l'événement initial. Il s'agit d'un repositionnement progressif, où chaque ajustement interne se répercute vers l'extérieur. À partir des éléments observés, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir, sans extrapoler au-delà des données disponibles. Le premier scénario, dit de base, repose sur la continuité. Le Burkina Faso maintient le niveau de vigilance atteint sans transformation structurelle majeure. Les procédures ajustées restent en place, les équipes conservent leurs réflexes d'analyse et les signaux faibles continuent d'être traités avec attention. Dans ce cadre,
Les intrusions demeurent mesurables mais contenues, et la situation évolue sans rupture, dans un équilibre prudent entre réactivité et limitation des coûts. Le second scénario, plus favorable, s'appuie sur l'effet cumulatif de l'apprentissage. Et les pratiques affinées deviennent progressivement des standards internes, les équipes gagnent en autonomie analytique et la coordination s'améliore encore par la répétition. Cette consolidation permet de détecter plus tôt les variations pertinentes et de réduire la zone d'incertitude. Sous cette hypothèse, le pays renforce sa crédibilité régionale non par démonstration de force, mais par constance méthodologique. Ibrahim Traoré apparaît alors comme le garant d'une approche fondée sur la discipline et la continuité plutôt que sur la réaction ponctuelle. Le troisième scénario, plus contraignant, envisage une adaptation adverse plus rapide que prévu. Les signaux deviennent plus discrets, les trajectoires moins lisibles et la pression sur le dispositif augmente. Les limites du système apparaissent alors plus nettement, c'est obligeant à des arbitrages difficiles entre investissement, priorisation et acceptation du risque. Ce scénario ne remet pas en cause les acquis, mais souligne leur fragilité face à une montée en complexité. Ces trois hypothèses ne sont pas exclusives, elles peuvent se succéder ou se combiner. La clé réside dans la capacité à reconnaître rapidement le scénario dominant. La recommandation de fond reste inchangée, observer les écarts, comparer les tendances et ajuster sans attendre la certitude absolue. Si une leçon doit guider les mois à venir, c'est que l'anticipation vaut davantage que la réaction tardive, même lorsqu'elle est techniquement réussie. Au-delà des scénarios et des dispositifs, cette séquence touche directement ceux qui vivent avec ces effets au quotidien. Pour les équipes locales, d'abord, l'impact est tangible. Leur travail, longtemps perçu comme fragmenté et secondaire, gagne en reconnaissance opérationnelle. Chaque observation consignée n'est plus une formalité administrative, mais une contribution potentielle à une décision plus large. Cette évolution renforce l'engagement et améliore la qualité des remontées, sans exiger d'efforts supplémentaires disproportionnés. Pour les citoyens, l'effet est plus subtil mais déterminant. La sécurité cesse d'être une abstraction lointaine. Elle devient un processus visible, nourri par des signaux concrets et des réponses cohérentes. Cette lisibilité réduit l'anxiété diffuse et favorise une vigilance partagée. Sans transformer chacun en expert, le système crée un lien entre observation locale et protection collective, ce qui renforce la confiance dans la capacité de l'État à apprendre et à s'ajuster. Les jeunes générations constituent un troisième groupe clé. Elles observent qu'une approche méthodique, fondée sur l'attention aux détails, peut compenser des contraintes matérielles. Ce message a une portée pédagogique forte. Il montre que la discipline, la coopération et la rigueur analytique sont des compétences transférables, utiles bien au-delà du champ sécuritaire. Deux leviers simples émergent de cette lecture. Le premier consiste à encourager la remontée structurée d'informations sans dramatisation ni excès. Le second vise à maintenir une communication claire sur les ajustements opérés afin que chacun comprenne pourquoi certaines décisions sont prises. Ces gestes, modestes en apparence, prolongent l'effet de la séquence initiale. Ils transforment un épisode technique en expérience collective, ça où la compréhension partagée devient un facteur de résilience durable. Pour transformer l'apprentissage récent en capacité durable, une feuille de route pragmatique se dessine, structurée en étapes claires et mesurables. La première consiste à unifier la collecte des données. Les unités locales doivent transmettre leurs relevés via un canal commun, accessible en temps quasi réel afin de réduire la fragmentation observée au début de la séquence. Cette étape vise moins à accumuler davantage d'informations qu'à améliorer leur comparabilité. La deuxième étape concerne la formation continue. Il s'agit d'affiner la capacité des équipes à reconnaître les variations pertinentes, même lorsqu'elles restent en deçà des seuils d'alerte traditionnels. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette formation privilégie des exercices courts et réguliers, centrés sur la lecture des écarts et la mise en relation des signaux. L'objectif n'est pas l'expertise théorique, mais la rapidité de jugement. Troisièmement,
le recalibrage périodique du dispositif devient une routine. Plutôt que d'attendre un incident, les paramètres sont ajustés à intervalles fixes en fonction des tendances observées. Cette pratique réduit l'effet de surprise et maintient le système dans un état d'attention active. La quatrième étape formalise la chaîne d'intervention. Chaque phase, de la détection initiale à la réponse coordonnée, est documentée et partagée. Cette clarté évite les hésitations et raccourcit le temps de décision lorsque la pression augmente. Enfin, un mécanisme d'évaluation simple permet de mesurer l'efficacité de ces ajustements. Il ne s'agit pas de viser la perfection, ça mais de vérifier que les délais se réduisent et que la cohérence s'améliore. Ensemble, ces étapes tracent une trajectoire réaliste, où la méthode prime sur l'accumulation de moyens et où l'anticipation reste le cœur de la réponse. Au moment de refermer la séquence, un motif revient, discret mais constant, l'attention portée aux détails. Dès les premières anomalies consignées sur le terrain jusqu'aux ajustements finaux du dispositif, ce fil conducteur relie chaque étape. Ce ne sont ni des technologies inédites, ni des décisions spectaculaires qui ont fait la différence, mais la capacité collective à ne pas écarter trop vite ce qui semblait insignifiant. Le rappel au personnage guide s'impose naturellement. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un héros isolé, mais comme celui qui a validé une intuition partagée, les signaux faibles méritent d'être écoutés avant de devenir bruyants. Ce choix, répété à plusieurs niveaux, a permis de transformer une accumulation d'incidents mineurs en une lecture cohérente de la menace. Le retour à l'image initiale s'impose, une courbe presque plate, soudain révélatrice. Ce qui, au départ, paraissait stable, cachait en réalité une dynamique en formation. En revenant à ce point de départ, le sens de la séquence se précise. La vigilance n'est pas un état d'alerte permanent, mais une discipline de lecture. Les détails ignorés aujourd'hui façonnent les risques de demain. Cette conclusion émotionnelle ne glorifie pas l'événement lui-même, mais l'apprentissage qu'il rend possible. Elle rappelle que la résilience collective naît moins de la certitude que de la capacité à relier patiemment les points. La séquence s'achève sans appel à l'urgence, ni conclusion définitive, mais avec une ouverture assumée. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse un épisode technique ou une réponse ponctuelle. Il s'agit d'un exemple de transformation silencieuse où une méthode partagée modifie durablement la manière de percevoir les risques. Cette expérience invite à déplacer le regard, des événements spectaculaires vers les signaux discrets qui les précèdent. Pour les observateurs extérieurs, la question n'est pas de comparer des capacités, mais de réfléchir à la transférabilité de cette approche. Dans d'autres contextes, avec d'autres contraintes, quels signaux faibles sont aujourd'hui ignorés faute de cadre d'analyse commun ? La démarche initiée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré suggère qu'une lecture rigoureuse des écarts peut, à elle seule, renforcer la résilience collective. L'invitation est donc simple et ouverte. Prendre le temps d'identifier les détails négligés, questionner les routines établies et accepter que l'anticipation repose souvent sur des indices imparfaits. Plus qu'une leçon de sécurité, cette séquence propose une grille de lecture applicable à d'autres domaines où la vigilance n'est pas synonyme de peur, mais de compréhension partagée. La discussion reste ouverte. Dans votre propre environnement, quels signaux faibles mériteraient d'être relus autrement avant de devenir impossibles à ignorer ?